Bonjour à toutes et à tous, en direct toujours du Hub Live du Hub Institute à l'Impact Paris Summit. Je suis Léla Ricci, content analyst pour le Hub et je vous retrouve pour la troisième table ronde de la journée où j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Michaud qui est enseignante-chercheuse et aussi élue à Bussy-Saint-Georges. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour. Je suis accompagnée aussi d'Arash Derambarche qui est adjoint au maire de Courbevoie. Merci d'être avec nous. Merci pour l'accueil. Et enfin, Antoine Iretzan, qui est directeur développement de l'École du climat d'AXA Climate. Bonjour. Merci Antoine. Donc, la question de cette table ronde, c'est comment les élus locaux peuvent-ils mettre en œuvre la politique de transition à l'échelle locale. Donc, nous allons commencer avec vous, Arash, qui est adjoint au maire, délégué à la ville verte et durable à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Donc, avant toute chose, avant de passer aux autres questions, quel est un peu votre rôle, votre feuille de route au sein de la ville ? Moi, je suis adjoint au maire en charge du développement durable. Je m'occupe de l'action de la ville sur les modifications sur le comportement avec la nature, l'environnement, l'alimentation. Et le premier cheval de bataille que j'ai eu, c'était de décliner la loi sur le gaspillage alimentaire dont je suis à l'origine. Une loi qui a été votée le 3 février 2016 et qui permet depuis 2016 à plus de 10 millions de Français de manger chaque année. Avec le maire de Courbevoie, nous avons décidé de décliner cette loi en charte. Et la ville de Courbevoie est devenue une ville modèle dans le monde. C'est une ville qui a été saluée par la FAO, c'est-à-dire les Nations Unies, par son action majeure. On a sauvé 300 000 repas en 3 ans. On a révolutionné le comportement des supermarchés, de la restauration hospitalière, de la restauration scolaire. On est en train de faire voter des chartes dans la restauration commerce de bouche, les boulangeries notamment. Et l'année prochaine, on fera voter également une charte sur les EHPAD. L'objectif, c'est le zéro déchet. Pourquoi ? Parce que nous considérons que la nourriture n'a pas à être jetée dans les poubelles. Nous, élus locaux, faisons décliner les lois que l'État n'arrive pas à faire appliquer. Et donc, on veut faire en sorte que la ville de Courbevoie et les autres villes, d'ailleurs, qui sont des villes amies, puissent montrer l'action extrêmement positive, dynamique du comportement de chaque citoyen sur on va dire, sur l'influence par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Très bien. Et deux questions ensuite, une vous semblera peut-être rhétorique, mais la transition écologique est-elle réservée aux élus ? Et comment infuser sinon ces enjeux dans l'ensemble des décisions politiques des collectivités ? Les élus sont des citoyens, sont des représentants. Ils ont été élus pour mettre en œuvre un programme. L'objectif pour nous, clairement, c'est de faire en sorte d'être dans une forme d'émulation collective et de faire en sorte que notre action puisse avoir un impact extrêmement positif, extrêmement dynamique sur le comportement humain et sur le bien-être. Clairement, l'objectif, sur un mandat de 6 ans, puisque le mandat municipal est de 6 ans, c'est que l'action que nous menons, nous menons d'autres actions bien évidemment, mais l'action principale majeure, c'est la remise en cause, la remise à plat du système agroalimentaire. Le fait qu'il n'y ait plus de déchets alimentaires dans les poubelles, mais que cette nourriture, ces invendus alimentaires puissent être redonnés aux associations caritatives, aux démunis, c'est une forme de révolution. On a dépassé la ville de San Francisco, on est devenu la première ville européenne et mondiale. La FAO va venir le 2 février 2024 à Courbevoie pour saluer cette action. Moi, je dis qu'il n'y a pas de fatalité sur l'action. À partir du moment où vous avez des bonnes idées et qu'elles coûtent 0 € contribuable, c'est une action qui coûte 0 € contribuable, on peut révolutionner le système au niveau local. Il faut juste des bonnes idées, il faut surtout de la volonté. Et ce sont les élus locaux qui ont cette possibilité de révolutionner, mais les élus locaux ne peuvent rien faire si la société civile ne les aide pas et ne les accompagne pas. Merci Arash. Et Valérie, du coup, pour peut-être un autre point de vue sur la question, vous êtes, nous le disions, enseignante-chercheuse, professeure de stratégie prospective et intelligence économique à Neoma Business School. Donc vous travaillez sur les enjeux de transition, notamment durable, des organisations. Pour vous, où en sont les collectivités de cette transition ? Alors,
les collectivités, ça fait longtemps qu'elles travaillent sur les transitions, sur l'environnement, etc., avec les agendas 21. Donc, ce n'est pas complètement nouveau. Par contre, c'est vrai qu'il y a de nouveaux cadres de coopération. Alors, moi, je vais vous parler des PCAET, des plans climat, air, énergie territoriaux. C'est une échelle qui est très intéressante pour travailler sur le climat. Ce sont les agglomérations et les communautés de communes, voire parfois les pôles territoriaux quand on associe plusieurs communes. Et en fait, vous avez à 360 degrés toute la politique territoriale qui se décline sur un territoire en partant par l'énergie, les réseaux de chaleur, la rénovation énergétique des bâtiments, l'eau, la biodiversité, etc., etc. Alors, on a été regardé, en fait, il y a à peu près en France 850 PCAET qui sont signés, si j'ose dire, entre les élus. Parfois, certains, d'ailleurs, ont commencé il y a un petit moment, puisque certains en sont déjà à faire l'évaluation intermédiaire. Donc, c'est des plans qui courent sur 6 ans et l'évaluation est au bout de 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Donc, nous, notre choix, ça a été d'aller voir des exemples. On a pris les bons élèves. Alors, les bons élèves, c'est ceux qui ont été labellisés par l'ADEME avec un label qui s'appelle Territoire engagé et qui correspondent à 3 étoiles sur territoire engagé. Et on s'est intéressé à savoir finalement qu'est-ce qui faisait d'eux des bons élèves. Alors, j'ai à côté de moi un élu exemplaire. La première des choses qui fait un bon élève, c'est le portage des élus. Il faut des élus forts qui ont envie de porter leur territoire, de porter les solutions, etc. Et sans élus forts, c'est vrai que ça fait un peu la palisse, mais il ne se passe rien. La deuxième chose, c'est le décloisonnement. En fait, j'étais il n'y a pas très longtemps à une table ronde avec des entreprises de l'électricité et de la transition énergétique, mais côté entreprise. Et la première chose qu'ils disent des collectivités, c'est elles sont cloisonnées, elles sont tellement cloisonnées sur nos sujets que ça finit par être un problème. Donc, c'est vrai que le PCAET essaye de rendre un petit peu de transversalité. Et puis, les PCAET, c'est l'exemple d'une stratégie territoriale. Alors, par exemple, il y a certains territoires qui vont se spécialiser. Donc, vous avez des villes et des territoires qui font le choix de mettre partout où ils peuvent des panneaux solaires. Donc, il y a, par exemple, des fermes solaires urbaines qui sont en train de se développer. Il y en a une dans le 94, par exemple, qui est en train de se développer. Et puis, à l'inverse, il y a des territoires qui ne s'intéressent pas du tout au solaire, mais qui vont utiliser les eaux usées pour faire du biométhane pour alimenter leurs bus, voire parfois même de l'hydrogène pour alimenter les bus. Donc ce PCAET, qui est une stratégie territoriale à 6 ans, a permis des réflexions qui prennent une ampleur aujourd'hui par rapport à avant, qui est, je dirais, à saluer. Très bien. Merci Valérie. Antoine, je me tourne vers vous. À présent, nous avions du coup sur ce plateau ce matin votre collègue Tatiana de l'École du Climat. Bon, pour nos auditeurs qui n'étaient pas là ce matin, dans tous les cas, nous allons revenir sur une brève présentation de l'école. Et avant toute chose, du coup, le constat qui a amené à la création de cette école, peut-être les constats que vous avez faits vous-même auprès de la formation actuelle des élus sur ces enjeux climatiques, sur le niveau de maturité, de la prise de conscience. Est-ce que tout ça, du coup, a amené la jeunesse de l'École du Climat? Effectivement, pour lancer l'école, on a discuté avec beaucoup d'élus. Ce qui revient souvent, déjà, c'est l'extrême disparité entre les élus. C'est-à-dire qu'entre un élu de métropole où il y a beaucoup de moyens, où il y a peut-être plus de temps qui est alloué à pouvoir se former, etc., et l'élu, disons, d'une petite mairie rurale où en fait il a 10 000 choses à gérer et globalement c'est par exemple le maire ou la mairesse qui s'occupe de tout, c'est pas tout à fait le même statut. Sur les questions qui nous intéressent, donc de transition environnementale, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites historiquement. Il y a parfois traité de façon très cloisonnée. Par exemple, je pense au traitement de la pollution de l'air, des choses comme ça qui étaient un peu des chasses gardées de certains services et de certains élus. Aujourd'hui, effectivement, on a envie de plus de transversalité et des outils comme le PCAET, qui n'est pas forcément adapté à des petites communes, permettent de faire cette transversalité-là. Donc il y a
il y a un besoin de dépasser des anciennes façons de travailler, il y a une différence de traitement entre les différents territoires, et il y a énormément de choses qui se passent sur le terrain. Par exemple, on vient de donner un super exemple sur à la fois une vision, un portage politique et des déclinaisons opérationnelles de qu'est-ce que ça veut dire la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et en fait, ça, ce sont des incroyables initiatives, et il y en a partout sur le territoire, sur différentes verticales. Et la difficulté quand on parle avec des élus, c'est que souvent ils sont là... je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas les outils, etc. Et donc en fait, ce qui va se passer, j'imagine que vous devez tout le temps avoir des coups de fil d'élus qui veulent savoir ce que vous avez fait, comment vous avez fait, etc. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que souvent ça se passe comme ça en informel, d'élu à élu, à travers les associations d'élus. Et donc l'objectif de la formation, c'est bien sûr de dépasser ça. Et il y a aujourd'hui beaucoup de formations qui existent sur un certain nombre de verticales, sur des choses très techniques, à destination des agents, à destination des élus. Nous, ce qui nous a semblé, en tout cas des retours terrain qu'on a eus, c'est qu'il manquait une brique, qui était un peu ce discours généraliste pour l'ensemble de la collectivité. Juste, ok, c'est quoi là, d'où on part, sur le constat scientifique, sur quoi est-ce qu'on peut tous être d'accord maintenant à l'instant T, quelles que soient les disparités techniques, d'où on part d'un point de vue connaissance, d'où on part d'un point de vue politique aussi. Donc, quelle est la base commune d'où on part? Et ensuite, quels sont un peu les moyens d'action à l'échelle du territoire? Qu'est-ce qui est déjà déployé un peu partout dans le territoire? Quels sont les grands leviers? Quelles sont les grandes questions? Avoir les grandes catégories de base en tête, c'est-à-dire diminuer les émissions, ce n'est pas exactement pareil que de se protéger contre les conséquences des émissions. Agir à l'échelle de l'administration, ce n'est pas exactement pareil qu'agir à l'échelle du territoire. Parfois, agir à l'échelle de l'administration, si je reprends encore le gaspillage alimentaire, travailler sur les cantines de l'administration, peut-être une première étape d'entraînement pour l'ensemble du territoire. Donc ce genre de raisonnement-là, de mécanique-là, avec des exemples de terrain, c'est un peu cette brique-là qui nous semblait manquer. Et c'est sur cette brique-là qu'on a travaillé pour produire l'école du climat. Très bien, merci. Oui, du coup, vous aviez aussi ce sujet, il me semble, l'école du climat aussi, de la formation, la sensibilisation des entreprises, du secteur privé. Et Valérie, de votre côté, pensez-vous que les élus, les agents, les collectivités peuvent s'inspirer du secteur privé, de leur propre formation? Y a-t-il des synergies à trouver? Alors, dans une vie antérieure, j'avais fait une recherche où effectivement le public était vraiment en avance par rapport au privé. Ça arrive aussi. Donc là, en l'occurrence, je pense que le privé n'est pas devant ni derrière le public. Les deux sont face à des fortes contraintes, une urgence et une forte accélération de nos lois. Nos lois françaises, mais nos lois européennes. On est en phase de contraintes qui vont faire que le 1er janvier prochain, il y a un certain nombre de choses qui vont arriver pour les collectivités et pour les entreprises. Bientôt, les entreprises vont être, je dirais, comparées sur les mêmes référentiels, sur ce qu'elles font pour éviter de détruire la planète, si j'ose dire. Enfin, je le dis peut-être un petit peu, disons, pour éviter d'impacter leur environnement, et pour diminuer les émissions de CO2, et ben les collectivités, ça va être assez vite pareil. Alors il faut savoir qu'une collectivité, elle a un pouvoir sur elle-même, mais elle peut avoir un pouvoir sur son territoire. En fait, 50% des émissions de CO2 d'un territoire, donc 50% des émissions de CO2 peuvent être influencées par ce que va faire la collectivité comme politique. Alors c'est vrai pour tout ce qu'on a décliné tout à l'heure, pour l'alimentaire, mais aussi pour la rénovation énergétique, l'eau, la biodiversité, enfin tous ces éléments-là. Et c'est par cet intermédiaire-là que les collectivités n'ont plus tellement le choix d'appliquer un certain nombre d'éléments. L'intérêt des PCAET, j'y reviens, c'est d'abord l'échelle de raisonnement. L'échelle n'est pas le même, il permet d'être à long terme et stratégique, parce que c'est pas chaque ville, c'est vraiment au niveau de l'agglomération ou au niveau de communautés de communes en zone rurale, voire au niveau des pôles territoriaux, c'est-à-dire qui rassemblent plusieurs collectivités, plusieurs communautés de communes. Donc ça permet d'avoir une échelle sur laquelle on peut raisonner, parce qu'il y a des décisions stratégiques à prendre sur un territoire. Je reviens sur l'énergie parce que parfois on peut être très surpris de ce qu'on voit poindre dans les collectivités. Vous avez
vraiment des territoires qui sont en train de se dire, est-ce que je produis du biométhane chez moi, collectivité, ou est-ce que c'est plus important de produire de l'hydrogène ? Est-ce que c'est plus important pour mon territoire d'aller voir des entreprises ? Il y a aussi la transversalité avec des entreprises et les zones d'activité. Il faut savoir que l'ADEME a un programme qui aide les zones d'activité spécifiquement avec les collectivités, les aider à décarboner l'économie. Et les collectivités du territoire ont un raisonnement avec les entreprises pour savoir, ici c'est plus l'hydrogène, ici c'est plus le biométhane, là-bas ça sera plus le solaire, ici ça sera plus d'autres choses. Et j'en parle d'autant plus qu'on a par exemple la loi de l'accélération des énergies renouvelables qui va obliger tous les maires à dire sur leur carte au niveau des départements et de leur territoire, donc des agglos et des communautés de communes, c'est ici que je vais mettre mes énergies renouvelables. Je choisis de faire telle et telle énergie renouvelable et ça sera ici, sur mon territoire, à tel endroit, puisque seront remontées aux régions des cartographies qui seront elles-mêmes remontées au gouvernement pour arriver à nos objectifs très ambitieux européens, qui sont 42% d'énergie renouvelable en 2030, ce qui est énorme. Donc les collectivités sont en face d'une forte contrainte et d'une forte urgence, autant que les entreprises. J'allais dire justement, Arash, Valérie, vous avez beaucoup parlé du coup de lois, de contraintes, d'obligations. Arash, jugez-vous du coup que les collectivités sont dotées aujourd'hui des outils nécessaires pour répondre à ces grands enjeux de transition durable, sachant que en comptant les différents programmes, initiatives qui existent comme le Fonds vert, l'Action Cœur de Ville, bientôt le programme France Nation Verte, voilà, est-ce que il est possible pour les collectivités de s'appuyer sur ces programmes existants pour accomplir ces objectifs ? Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Antoine. On a une qualité extraordinaire en France, c'est qu'on utilise beaucoup de termes qui sont des charabia. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais être honnête avec vous, c'est pas pour être insultant, mais ce n'est en rien efficace tout ça, et c'est beaucoup de bavardage. La première chose, lorsque je suis devenu adjoint au maire en 2020, cette administration n'existait pas. J'avais pas de budget, et je devais fabriquer une administration avec des bouts de ficelle. Mais c'est pas important. Lorsque vous avez des bonnes idées et une motivation, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent. Donc, c'est des sornettes. Lorsqu'on vous dit j'ai pas d'argent, je peux rien faire. C'est pas vrai. La deuxième chose, et Antoine a absolument raison là-dessus, c'est qu'il faut savoir l'objectif pour lequel vous devenez adjoint au maire ou élu. Moi, j'avais un seul et unique objectif. Premier objectif que j'avais d'abord en 2016, c'était de faire passer une loi majeure qui a révolutionné tout le système agroalimentaire mondial. La loi sur le gaspillage alimentaire, qui permet à des gens de manger. Je l'ai déclinée, avec l'aide de monsieur le maire de Courbevoie, Jacques Ossowski, en charte. 300 000 repas sont distribués, je l'ai répété, en 3 ans. Et là où Antoine a absolument raison, c'est que souvent, lors d'un mandat, d'abord on ne sait pas par où commencer, et que souvent on est parasité par des centaines et des milliers de projets qui arrivent. C'est une erreur phénoménale. Vous devez avoir un seul objectif, rester focus, et comme le marteau-pilon, taper sur cet objectif-là pour arriver jusqu'au bout. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez cet objectif que vous devez décliner tout au long du mandat. Concrètement, la charte sur le gaspillage alimentaire, on l'a fait d'abord appliquer première année sur les supermarchés, deuxième année dans la restauration hospitalière, troisième année dans la restauration scolaire, quatrième année, ça va être voté en novembre, dans la restauration commerce de bouche, cinquième année, donc l'année prochaine, dans les EHPAD, et sixième année, nous rendons des comptes aux citoyens avant les élections, pour dire voilà ce que nous avons fait. Vous devez avoir un calendrier, vous devez vous y tenir, vous devez rendre des comptes aux citoyens, et pardonnez-moi, je ne crois pas du tout à l'ADEME. C'est des micmacs étatiques qui donnent les bons points, les mauvais points. Ce n'est pas eux qui doivent donner les bons points. Les bons points, ce sont les élus qui les donnent. Ce n'est pas l'ADEME. L'ADEME doit obéir. L'ADEME, c'est une organisation de l'État qui était contre la loi sur le gaspillage alimentaire au départ,
je le rappelle, et ça m'a donné une indication extrêmement forte sur ce que ça veut dire les fonctionnaires ou on va dire les organisations étatiques d'un côté, et de l'autre côté les élus de terrain. Et c'est là où j'ai très bien compris, quand la loi sur le gaspillage alimentaire a été faite, pourquoi l'ADEME, par exemple, pour moi, n'est pas crédible. Ce qui est crédible, c'est la FAO, par exemple. Ce sont des organisations internationales qui ont pignon sur rue et ou les associations comme le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire ou les associations de terrain. L'ADEME est une administration qui donne les bons et les mauvais points. Malheureusement, elle n'est jamais au rendez-vous quand il faut et elle ne fait que suivre. C'est très bien pour les statistiques, mais la locomotive, ça reste les élus. Et le troisième point, pardon, je rebondis encore sur ce qu'a dit parce qu'Antoine a dit des choses extrêmement pertinentes. On n'a pas de budget, c'est pas grave. On doit se tenir à son mandat. Et troisième point, très important, il ne faut pas être parasité par d'autres projets. À partir du moment où vous tenez un cap, vous devez vous y maintenir. On ne peut pas tout faire pendant un mandat, c'est impossible. C'est comme pour une campagne électorale, on ne peut pas avoir plus de 2 ou 3 propositions fortes. Si vous allez, comme à l'époque Bruno Le Maire avait proposé et qu'il avait fait 1% ou 2% dans ses primaires, 1000 propositions, vous perdez et vous perdez tout le monde. Le cerveau humain ne peut tenir qu'un ou 2 projets, pas plus. Et c'est sur ces projets-là, à la fin du mandat, que vous devez rendre des comptes ensuite aux citoyens. Si je peux me permettre, vous devez rendre des comptes quand même sur les politiques nationales et les PCAET servent une politique nationale. Mais pardonnez-moi, chère madame, c'est pas auprès de l'ADEME à qui je rends des comptes. C'est à la Chambre régionale des comptes. Le PCAET, c'est pas l'ADEME. Absolument, L'ADEME finance. Par contre, l'ADEME finance. Et j'ai pas besoin de beaucoup. financement pour l'application de la loi sur le gaspillage alimentaire. Ça coûte 0 €. Et Je ne dis pas le contraire, mais vous avez quand même beaucoup de politiques qui sont financées par l'ADEME et heureusement que l'ADEME est là quand même sur un certain nombre de territoires. Moi, j'ai pas besoin de l'assistanat de l'ADEME. boutade. J'entends bien, mais l'ADEME fait de l'assistanat. Moi, je suis un élu, je suis à la dynamique. Si l'ADEME veut financer ce qu'elle a envie de financer, c'est son problème. Ce que nous faisons, on n'a pas besoin de l'ADEME. L'ADEME est là pour suivre les politiques publiques, mais elle ne doit pas être la locomotive. Je vais peut-être juste devoir ne pas. Enfin, je sais qu'il y aura sans doute une conversation qui se continuera après le panel. Je vais juste navré de devoir vous arrêter là-dessus pour peut-être Antoine revenir vers vous. Enfin, peut-être si vous avez quelque chose à dire suite à l'intervention d'Arash, ou aussi si vous souhaitez la lier à la question que j'avais pour vous sur, encore une fois, la formation des décideurs publics en fonction du contexte, du niveau de maturité. Bah, moi, je trouve que c'est c'est intéressant. Je trouve que c'est une bonne polémique parce que on a d'un côté, quand on a dû construire l'école du climat, par exemple, nous on a fait un travail en 2 étapes en fait. On est parti de la documentation universitaire des institutions, aussi bien des organisations internationales type FAO, type GIEC, mais aussi de la déclinaison plus locale, donc étatique. De l'ADEME, du CEREMA, etc. Et des choses beaucoup plus locales, des rassemblements d'élus, voire même des ONG sur le terrain, quoi. Et après, on a fait intervenir les élus pour les retours d'expérience, pour la relecture de ce qu'on avait écrit et pour le retour critique une fois qu'on avait passé. Et en fait, je trouve que cette discussion est très intéressante parce qu'en fait, il y a des sujets où en fait la volonté politique peut largement dépasser l'absence de moyens et où en fait on avance et ça fonctionne. Il y a des sujets comme par exemple de grosses infrastructures d'adaptation à la montée des eaux, des choses comme ça, où en fait les collectivités n'ont pas les moyens, ni techniques ni financiers, de s'en sortir. Et là en fait on a besoin du recours à l'État. Et après, il y a toute la complexité justement de comment est-ce qu'on mobilise ce retour à l'État sans avoir quelqu'un qui vient du territoire, qui est ministre, etc. Donc là, l'accès à ces fonds et à cette expertise. Et ça, cette espèce de grand aiguillage, d'arriver à déterminer où est-ce que je peux y aller tout seul, quel va être mon projet pendant mon mandat, où est-ce que j'ai besoin d'aide, à qui appeler, c'est aussi ça, en fait, l'objectif de cette formation et de cette base commune. Et je trouve que la discussion est assez intéressante parce que souvent, on parlait de casser les silos tout à l'heure. Je pense que si l'ADEME, par exemple, est contre une loi comme celle contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi une logique de silo. C'est-à-dire qu'on chacun est dans son précaré, chacun a sa priorité. Par exemple, je pense aux zones de faible émission, qui est donc une micro-polémique qui est intéressante. Donc zone de faible émission, c'est-à-dire on travaille en fait la qualité de l'air, avec ou sans répercussions sur les émissions de gaz à effet de serre, avec des répercussions sur des aspects sociaux. Et là, on est typiquement sur quelque chose. D'un côté, une décision
technocratique, purement on va remplir les objectifs pour arrêter de se faire sanctionner. La déclinaison qui est mise à la main des élus locaux avec des gens qui ne savent pas forcément comment s'emparer de cet outil, ça tombe du ciel, oui, non, etc. On mélange ça entre pollution de l'air et transition climatique, et il n'y a pas cette synthèse qu'il faudrait faire, qui est, ok, comment est-ce qu'on fait de tout ça une politique cohérente en fait, pour juste mieux vivre. Et c'est un petit peu ça, peut-être que si on commençait par avoir le même langage, en tout cas, et les mêmes priorités, on pourrait arriver à dépasser ces contradictions. Je vais rebondir sur ce que dit Antoine, c'est important parce que en réalité on dit la même chose. C'est que l'État finance, on va dire, le squelette, bien sûr. Heureusement d'ailleurs, puisque les collectivités territoriales, je rappelle, se sont fait quand même dépouiller et désosser sur les précédentes lois. Sur toutes les 2 derniers quinquennats que nous avons eus, on a eu, et j'imagine que c'est un débat qui sera mis sur la table, on s'est fait désosser quand même sur nos modes de financement. Les dotations, ouais. Absolument. Donc c'est quand même assez scandaleux. Mais on s'est rappelé quand même au président de la République, souvent aux gouvernements qui se sont succédés, leurs obligations et leurs devoirs. Nous parlons d'action d'élus. L'action d'élus n'a pas à être financée, n'a pas à être assistée. Elle peut être accompagnée. Ça oui, parce que l'application d'une loi, ça c'est important. Mais je rappelle que cette mauvaise mentalité que nous avons nous en France, d'être assistés par l'État, est une plaie. Les élus, je le rappelle et je ne le rappellerai jamais assez, doivent être en première ligne. Les élus ont été élus. Ceux qui sont nommés doivent être derrière. C'est un peu trivial ce que je dis là, mais on a tendance à l'oublier. Nous avons des comptes à rendre aux contribuables, nous avons des comptes à rendre aux électeurs. Par équité peut-être, et comme nous touchons à la fin de ce panel, Valérie, je vais vous laisser le mot de la fin. En tant qu'enseignant-chercheur, je sois du côté de l'État, mais peut-être que c'est... Alors, donc je suis par ailleurs élue d'ailleurs dans une collectivité qui, d'ailleurs, au niveau agglomération, il y a 2 agglomérations au niveau de l'Île-de-France qui ont été montrées comme des exemples pour leur transition énergétique. C'est la mienne et Paris-Saclay. On a obtenu 3 étoiles, mais pas tellement sur l'alimentaire. J'avoue que c'est pas forcément, et c'est pour ça que la richesse des des parcours, voilà, parce que nous c'était plus sur l'énergie, je pense, de chaque côté, avec Paris-Saclay d'ailleurs, qui a travaillé avec des chercheurs pour en fait modéliser le territoire et pour essayer de comprendre, parce que quand on parle de transition, on parle de 360 degrés, c'est-à-dire ça englobe beaucoup de choses. Et ça demande quand même une forme de planification, et c'est justement ces stratégies territoriales, c'est de la planification, c'est de se dire en 2030 il faut avoir réduit, je sais pas moi, de 20-30% les émissions de CO2 sur mes territoires, et donc je vais m'y prendre comment. Et je trouve à ce niveau-là d'ailleurs que l'État a pris un parti qui est d'avoir des cadres de coopération, parce que le PCAET ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Le PCAET il dit vous vous mettez d'accord sur une stratégie commune et vous vous mettez d'accord sur un objectif commun entre les collectivités, puisque ça se passe à l'échelle de l'agglo souvent, ou à l'échelle d'une communauté de communes ou d'un pôle territorial qui est un peu plus gros que les communautés de communes qui en réunit plusieurs. Et ça leur laisse une énorme liberté. C'est pour ça qu'il y a une très, très, très grande richesse. Donc, chez vous, on l'a bien compris, l'alimentaire a pris le pas. Dans d'autres territoires, c'est d'autres éléments. Mais en tout cas, moi, je trouve, pour finir sur une tonalité positive, s'il y en avait besoin, que nos études montrent à quel point on avance avec des grands pas, en décloisonnant énormément, puisqu'on a de plus en plus de collectivités qui arrivent à parler plus facilement aux entreprises du territoire sur des objets communs qui est le climat. Et donc, c'est quand même une bonne chose. Il reste 30 secondes. Tu finis sur une note positive, mais on avance à grands pas, mais on est quand même complètement à la ramasse sur l'ensemble des objectifs. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui sont leaders sur un certain nombre de choses, mais si on regarde des objectifs climatiques, environnementaux, biodiversité, eau et matériaux, et voire même sociaux, avec globalement un recours à l'aide alimentaire qui augmente, etc.,
oui, on n'augmente pas de géant, mais faut pas non plus qu'on soit dans l'autosatisfait, quoi. Il y a quand même, C'était pas on est comme quand même. ça que je l'entendais. Ouais, voilà. Je l'entendais comme une amélioration continue, c'est-à-dire on se donne des objectifs, on atteint les objectifs, on dépasse, on redonne des objectifs, puisque c'est l'Europe fait un peu de la même façon de se donner des objectifs ambitieux, mais bon, après il y a une mise en œuvre qui peut. D'ailleurs, les zones à faible émission sont intéressantes parce que vous allez voir que les élus, certains vont reculer, effectivement, mais c'est enrayé. Ça commence, hein. Ça commence à se mettre en place, etc. Ça va peut-être prendre 2-3 années de retard, mais ça va certainement s'enclencher à un moment, et donc c'est ça qui est le plus important. Valérie, Arash, Antoine, navré de devoir vous couper là. Merci. Merci. Merci pour ce panel, ce débat, Merci beaucoup. surprise. Et merci à tous les trois encore.